C'est un livre bouleversant, Annick Cogent. Vous avez bien sûr pris Albert Londres, vous avez écrit de nombreux livres, fait de nombreux films. Et ce témoignage sur la Shoah nous bouleverse. Parce que ce livre que vous aviez édité, après votre rencontre avec Simone Veil, c'était il y a 30 ans, lorsque vous êtes allé à Auschwitz avec elle, a laissé des traces en vous. Et oui. Cette quête des derniers témoignages. On est 80 ans après la libération d'Auschwitz. Et c'est une bande dessinée qui arrive. Oui. Étonnante bande dessinée. Oui, je la trouve magnifique et bouleversante, vous avez raison, je ne devrais pas dire ça, mais quand même, ce sont deux artistes qui ont été mes complices, Tamia Baudouin au dessin et Théa Rochman au scénario, et elles ont fait un truc incroyable, parce que je n'aurais pas pu faire toute seule d'ailleurs, parce que j'aurais été beaucoup plus réaliste, je crois, plus journalistique, et elles, à partir justement de mes articles, de mon enquête, sont allées plus loin et nous plongent dans un univers, dans une époque, dans des tons, des couleurs et une atmosphère qui me subjugue parce que c'est elle, je crois, qui raconte le mieux cette histoire. Oui, je suis allée à la quête. Regardez ça, c'est incroyable de dire mémoire. Et vous êtes un des personnages de cette histoire. Ah oui, évidemment, ça c'est incarné en dessin. On va voir des dessins qui sont là. Oui. Comment dessiner, raconter l'indicible? C'est très compliqué et surtout ce qui me passionnait et ce qui me tourmentait aussi, c'était de savoir comment se transmet cette mémoire et qu'est-ce qu'on en fait. Il s'est passé un truc dingue, un truc énorme. 6 millions de Juifs ont été exterminés. C'était une entreprise industrielle monstrueuse, un dessin, la solution finale. Et moi, à mon époque, à l'école, on n'en parlait pas. Et quand je me suis devenue journaliste, enfin j'ai pu faire un peu ce que je voulais et enquêter sur les sujets qui me tenaient à cœur, le 50e anniversaire de la libération des camps arrivait et je me disais, on m'en a pas parlé. Or les témoins sont là, ils sont encore vivants, ils peuvent nous raconter, on les voit pas encore suffisamment. Depuis, ils ont parlé, les derniers sont en train de partir les uns après les autres. Mais à ce moment-là, vraiment, ils commençaient simplement à aller dans les écoles et moi je me demandais, est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les enregistre? C'est comme ça que je suis allée à Yale, à l'université, où on commençait effectivement à enregistrer le maximum de ces témoins. Et d'ailleurs, ceux qui les interviewaient étaient eux-mêmes d'anciens rescapés de camps qui se rendaient compte à quel point la parole, leur témoignage, c'est comme une sorte de grand puzzle. Chacun raconte un détail de l'histoire, encore un autre détail qu'on ne connaissait pas. Et ça fait une sorte de puzzle gigantesque qui nous renseigne et qui nous disent des choses, je crois qu'aucun livre d'histoire ne pourrait raconter. La parole des témoins est tellement importante. Et puis après, j'ai voulu comprendre comment ça se transmettait aussi dans les familles. Est-ce qu'ils avaient parlé dans les familles? Qu'est-ce qu'ils avaient dit à leurs enfants? Et c'est comme ça qu'est née l'image de ce petit bourgeon sur des arbres calcinés et dont ma dessinatrice, enfin Tamia, s'est saisie pour montrer qu'effectivement la journaliste erre dans une forêt d'arbres calcinés. Mais il y a des bourgeons. Les bourgeons, c'est l'espoir. Et les bourgeons, c'est la deuxième génération qui sont nés. Ce sont ces enfants qui n'auraient pas dû naître parce que leurs parents auraient dû être tués à Auschwitz ou dans d'autres camps d'extermination. Et donc, tout repose sur ces petits bourgeons dans les familles. Et c'est pas facile d'être un petit bourgeon, d'être de la deuxième génération. Parce que le petit bourgeon, il sait pas trop ce qui s'est passé pour ses parents. Il y a les parents qui ont raconté leur histoire en sortant des camps, et ceux qui n'ont jamais rien dit. La plupart du temps, ils n'ont pas voulu transmettre cette histoire à leurs enfants. Ils n'avaient pas les mots, ils n'avaient pas les circonstances, ils avaient peur de les accabler. Et en même temps, un enfant essaie de savoir, quelquefois imagine, et le traumatisme se transmet. J'ai rencontré des psychiatres, on le sait maintenant, qui disent à quel point le traumatisme se transmet dans les gènes, même quand des souvenirs n'ont pas été racontés, certains enfants en rêvaient. C'est très, très étonnant. Et donc, effectivement, ces petits bourgeons qui avaient une sorte d'injonction de vivre, quand on est un enfant de rescapé, on doit réussir sa vie, on peut pas être médiocre, on peut pas être insouciant, tant de morts derrière eux, plus de racines. Et pourtant, c'est pas simple, justement, de se forger un avenir. On représente l'avenir, et en même temps, il y a cette mémoire qui est transmise ou pas transmise, mais de toute façon, elle vous accable. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. Oui, ce qui est incroyable, c'est à travers les dessins et le récit. Oui. Il y a vous, je le disais, Annick,
évidemment affronter ça, affronter ces témoignages. Et on le voit dans ce qu'on pourrait appeler cette bande dessinée. Le soir, les visages qui vous hantent, comment je ne peux pas me débarrasser de ça, comment je suis obligé d'aller au bout, et c'est dur. Et comment je me dois de raconter ça, je me dois de porter leur histoire, je me dois de la transmettre comme 30 ans après, je me dois maintenant aussi. J'ai une sorte de devoir, moi aussi. On l'a tous, je crois. Mais moi qui ai eu la chance de rencontrer les survivants et leurs enfants, et puis c'est vrai que travaillant, essayant de réfléchir à comment se transmet, comment doit se transmettre la mémoire de cette énorme tragédie, mes pas m'ont conduite en Allemagne. Je me dis, au fond, il n'y a pas de tabou. Une part de la mémoire de la Shoah est en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est transmis? Et c'est comme ça que je suis allée, j'ai frappé à la porte d'enfants de nazis. Oui. Et certains dans ma rédaction me disaient, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est pas possible, on va pas La voir des nazis. fille de Göring. Voilà. La fille Par de exemple. au téléphone. Et je lui dis, madame, je voudrais vous rencontrer et je voudrais savoir comment c'est transmis pour vous, cette mémoire, cette histoire, et la difficulté peut-être de porter ce nom. Comment ça, difficulté de porter ce nom, me dit-elle. Mais je suis très fière d'être une Göring. Je lui dis, l'histoire juge très négativement votre père. Je ne sais plus dans quel mot j'ai dit. Elle dit, oh, les médias ont tout déformé. Le peuple allemand est très fier de mon père. Et j'ai rencontré comme ça 2 autres enfants de très grands nazis, enfin des bras droits d'Hitler, et qui étaient aussi fiers de leur père. Je me rappelle du fils de Rudolf Hess, par exemple. C'est terrible. C'est l'une des rencontres les plus effroyables, je crois, de ma vie, qui me disait, mais moi, j'admire mon père. Mon père était extraordinaire, et qui sort un crayon de sa veste, et sur la nappe en papier de cette brasserie à Munich, se met à dessiner. Voyons, c'est quoi une chambre à gaz? Pof, il la dessine, voilà, le gaz arrive par là. Alors quoi? On en met combien là? 3000, hein? Et si on avait été aussi efficace qu'on le dit, hein? Eh ben, il y aurait pas autant de juifs pour témoigner, etc., etc. Enfin bref, je me trouvais face à un négationniste. Je savais pas que ça existait comme ça. C'était absolument épouvantable, et c'est vrai que vous avez raison. Après ce type d'interview, j'étais bouleversée, je me sentais salie. Et d'ailleurs, on n'a même pas le droit de colporter des propos négationnistes à ce point. Ils nient l'histoire. Et puis il y avait d'autres enfants nazis qui avaient été tourmentés, chez qui, dans l'histoire familiale, le secret avait été bien gardé, et puis quelquefois avaient exploré, se rendaient compte de ce qu'avaient fait leurs parents, et en étaient bousillés, ne voulaient pas faire d'enfants, parce qu'elle a aussi la métaphore de l'arbre revenait par crainte de racines empoisonnées. Qu'est-ce qu'avaient pu aussi leur transmettre ces salauds de pères, etc. Et après, un des chapitres aussi de ce livre montre des rencontres entre enfants de rescapés et enfants de nazis. Et ça paraît dingue. Les uns et les autres avaient l'impression peut-être de trahir leur famille. Et en même temps, ils avaient curieusement beaucoup de choses à se dire. Partager ensemble le silence pesant de ces familles, donc de ces enfants qui ne savaient pas ce qui s'était passé avant eux. Le manque de confiance en soi et dans la vie, évidemment. Et de très fortes relations se sont nouées. C'était tellement étrange, mais là aussi ça parlait de cette transmission de la mémoire et des déflagrations des décennies plus tard. Bien sûr qu'il faut parler de la Shoah, bien sûr qu'il faut parler de cette tragédie, et qu'il faut l'enseigner en réfléchissant. À quoi ça nous oblige? On veut tous plus jamais ça, on l'a tellement dit, asséné, plus jamais ça, plus jamais ça. Il s'est passé le Rwanda depuis, il s'est passé d'autres tragédies. Donc il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut transmettre? Et c'est le dernier chapitre de ce livre, d'ailleurs, une organisation qui s'appelle Facing History, faire face à l'histoire, essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants? Bien sûr, ils doivent savoir ce qui s'est passé, mais aussi réfléchir. L'histoire n'est pas une succession de dates terribles qui arrivent automatiquement. On peut lutter contre les événements. On doit interférer. On doit être indiscipliné parfois. On doit se dresser pour remarquer les au moindre petit signe d'ostracisme, de racisme, d'antisémitisme. On doit avoir le courage de se lever. Et c'est ça aussi qu'on doit apprendre à l'école. Oui, le livre s'appelle « Les mémoires de la Shoah ». Et alors évidemment, il y a ces mémoires de ces victimes, les mémoires de ces familles, les mémoires de ces enfants qui ont survécu quand leurs parents étaient exterminés. Ça commence d'ailleurs par une histoire comme ça d'un petit que la maman cache. Oh là là, je penserai toujours à Bessie. Bessie,
Annika, je ne donne pas son nom de famille, et qui raconte, effectivement, elle est dans un ghetto, les Allemands arrivent immédiatement, et on sépare les hommes, les femmes, etc. Il faut aller très très vite, et elle tient très très fort son bébé contre elle. Et le bébé, à un moment donné, étouffe, dit-elle, et ce bébé commence, mon bébé, dit-elle, commence à pleurer, je le serre contre moi et il pleure et l'Allemand dit qu'est-ce que vous avez là? Et il veut regarder et il me dit donnez-moi votre bébé. Et elle dit ça allait très très vite, c'était la panique et je lui ai donné le paquet et je n'ai plus jamais, elle peut pas dire bébé. Et je lui ai donné le paquet et je n'ai plus jamais revu le paquet. Et sur le bout du canapé, au moment où elle est en train de raconter son histoire, il y a son mari. J'allais dire son nouveau mari, mais non, son mari de 30 ans, de 40 ans, mais son mari d'après la guerre, puisqu'elle a survécu. Et il apprend ça. Et ses yeux sont embués de larmes, évidemment. Donc, même témoigner n'est pas facile pour tous ces rescapés. Souvent, ils ont gardé leur secret. Et quand ils le font, c'est en toute détermination, effectivement. Mais ça crée des déflagrations aussi dans les familles. Ils ne dorment pas avant de savoir qu'ils vont parler. Et puis après, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Il y a des tas de drames, des révélations, etc. Tout ça est extrêmement douloureux. Mais le prix, le trésor, parce que ils nous font apparaître la vérité dans toute son horreur. Et c'est pour ça que merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner, parce que c'est tellement difficile. 1995, Simone Veil vous propose, Annick, de l'accompagner à Auschwitz. Oui. Et ça, c'est déterminant, parce que vous partez avec elle et vous l'accompagnez dans ce camp, et elle vous montre le baraquement où elle a été. Oui, c'était très important, les commémorations de 1995. Elle était la personnalité l'une des plus importantes. Il y avait Lech Walesa à ce moment-là, il y avait Elie Wiesel, il y avait trop grandes personnalités. Walesa, très compliqué, évidemment, sur la question des Polonais avec la Shoah a toujours été très compliquée. Et Simone Veil, à un moment donné, me prend par le bras et puis m'emmène. On était toutes seules dans une grande partie du camp et on va vers un baraquement et elle met sa main sur une des koyas, vous savez, c'est ces planches de bois dans lesquelles ils étaient tous tête bêche, elles étaient toutes, puisqu'on était dans le camp des femmes. Et elle me dit, voilà, j'étais là avec maman, elle disait toujours maman, et Milou, donc sa grande sœur. Elles ont été là pendant de nombreux mois. Et elles étaient là encore posées. Et j'avais même pas de questions à lui poser. Je voyais ses yeux verts qui sont toujours un peu humides. Et je n'avais pas accès à toutes les images qui devaient défiler dans sa tête. Mais c'était effectivement un moment incroyable pour moi. Et là aussi, ça me donnait le devoir de raconter cette histoire aussi. Et de mes faibles moyens, mais de raconter, de transmettre. Et j'espère que ce livre sera lu dans les écoles, chez des jeunes, pas seulement des jeunes bien sûr, mais des jeunes, parce que eux peuvent faire la différence. Il faut se dresser dès qu'on voit le moindre petit signe. Oui, cette image de Simone Veil, et vous dites, elle va caresser la planche de bois. Oui, où les déportés étaient allongés. Il y avait 3 étages. Elle la caresse, comme on touche. On était là. On était là avec maman et Milou. Et puis après, en sortant, le ciel était gris et bas. C'était l'atmosphère, là, il faisait très froid, bien sûr. C'était le 27 janvier 95. Et elle regarde le ciel. Et j'avais l'impression qu'elle cherchait. Évidemment, ça n'était plus là, et heureusement, mais quand elle était là, l'une des dernières fois où elle était là, évidemment, il y avait les grandes cheminées qui depuis n'existent plus, mais les grandes cheminées dans lesquelles, évidemment, il y avait les fours crématoires et on voyait les flammes à l'époque. Et à ce moment-là, tout le monde parlait avec beaucoup de cruauté, mais et de réalisme aussi, puisque tous ceux qui arrivaient dans le camp à ce moment-là, et quand ils demandaient mais où sont passés mes parents, ils étaient sur la file de gauche, ils sont là. Ils sont dans la cheminée. Là aussi, elle me l'a raconté, mais tant de rescapés ont raconté cette image effroyable de quelques heures simplement après leur arrivée. Quelquefois 2 heures après leur arrivée, on dit « Tes parents ?» Tu demandes où sont tes parents? Ils sont là. Ils brûlent. C'est dans la cheminée. C'est absolument effroyable. Oui. Le livre, c'est une bande dessinée. Ça, c'est quelque chose de se dire, voilà, tous les moyens. Oui. Tous les moyens sont bons. Je me souviens de cette chanson de Jean Ferrat, qui s'appelait Nuit et brouillard, où il disait « Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour dire aux enfants qui vous étiez. » Et joli. Ça, c'est vrai que la bande dessinée, c'est aussi une manière de dire, voilà, tous les moyens sont bons. Oui,
tous les supports, tous les moyens pour atteindre tous les publics. Et sans doute des publics, effectivement, qui maintenant n'auraient pas forcément idée d'aller vers la bande dessinée. Et puis les jeunes, pour qui c'est un vrai langage. Et c'est vrai que le travail du dessin, curieusement, sur ce thème épouvantable, sont d'une grande douceur, d'une grande beauté. C'est aussi très onirique. C'est ce que la journaliste peut-être n'aurait pas su faire. Mais c'est la merveille de ce nouveau support qui est très différent des autres et qui permet des choses curieusement très poétiques et très belles. Oui, où les victimes sont là, Oui, elles sont là. peuplent les rêves et les cauchemars. Évidemment. Et leur présence est là, est permanente dans chaque image. Ah oui, évidemment. Quand on voit on est dans les camps à certains moments, bien sûr, mais on est dans la réalité. On est en 95, on est dans une université, on est chez une dame qui raconte son enfance où sa maman l'a réveillée la nuit pour lui raconter ses rêves. Et la petite fille qui avait 10 ans, qui essayait de s'endormir avec son ours en peluche, était hantée ensuite par les cauchemars de sa maman. Et évidemment, n'arrivait pas à bien vivre, et après réussir à faire une vie dans le théâtre, etc., parce qu'il fallait bien exprimer ça. On est aussi en Allemagne, on est aussi dans différents endroits. Bien sûr, on est dans la réalité de la vie, mais la nuit, les cauchemars sont là, les paysages hantent, les personnages hantent encore, et bien sûr qu'on doit être, non pas hanté forcément, bien sûr, mais en tout cas ne jamais oublier cette histoire. Et que la beauté de certains survivants, on en a encore la chance, Ginette Kolinka, d'autres personnes, et Esther Seno, il y a encore 4, 5, je crois, dernières en France, il y en a une 50aine dans toute l'Europe, sont là. Admirons-les, célébrons-les pendant qu'ils sont là et prenons leur relais, on leur doit bien ça. Merci. Annick Cogent, Baudouin Rosman, voilà, les mémoires de la Shoah. Air libre, série Albert Londres. C'est formidable. Merci. Regardez, et vous allez être bouleversés comme nous par ce livre. Merci beaucoup Annick d'avoir été là. Patrick.